d'une image vaut mille mots, c'est pas pour rien. Alors, on a la chance d'avoir aujourd'hui trois auteurs, trois illustrateurs que je vais vous présenter tour à tour dans un premier temps, avant d'engager un peu la conversation, la table ronde. Alors, on a Paul Roux, qui est vraiment dans le coin gauche. Coin gauche, 325 c'est kilos, ça, pas plus. avec l'accent... L'accent de l'Outaouais. de l'Outaouais, hein, c'est ça. Pas aigu, mais un peu quand même. Alors, Paul Roux, qui est auteur des séries Ariane et Nicolas, Ernest et Émilie, et Petit et Grand Récits, des bouleversements. Paul Roux, qui a écrit et illustré à ce jour quand même plus de 170 livres. Non, C'est 180. 180, OK. Ça veut dire que c'est pas à jour, les notes de presse. J'ai beaucoup travaillé le dernier Ça, mois. c'est ça. C'est vraiment un cas, 180 livres quand même. Là. Je pense qu'il va y avoir des choses à nous raconter. Ben, je me suis cloné. Oui, oui. On est 8, C'est puis je l'ai ça, fait hein. travailler. Moi, Oh, je oui, trouve ça dans le livre. heureusement qu'il y a eu Gutenberg qui est passé avant, hein, quand même, pour contribuer Ouais, un peu. Alex m'insulte, il me dit que j'ai 400 ans. Ah oui, oui. Ben, c'est ça. Tantôt, je me demandais si ça allait par génération. Et puis, je savais pas s'il fallait que j'assoie Anne-Marie au début ou M. Roux. Alors, ça, c'est un autre débat, mais on en parlera plus tard. J'ai 63 ans. OK. Alors, c'est ça, M. Roux, qui est très actif et passionné depuis plus de 30 ans et qui a beaucoup contribué à l'éclosion de la bande dessinée. Et ça, on va en parler tantôt quand même. Vous avez mis sur pied le seul bac en BD quand même. C'est digne de mention. Il va falloir en parler un peu. Et puis, après, à côté de lui, il y a Alex A. Il va nous dire pourquoi, sûrement. Là. C'est un secret. Un J'ai pas le droit secret, d'en parler. bon, c'est son côté A pour agent double, probablement. Alors, C'est ça, c'est juste c'est ça, qui écrit, qui dessine depuis toujours. Il va nous dire d'ailleurs d'où tu es originaire et puis comment c'est arrivé, tout ça, mais en arrivant tantôt. Oui, Qui invente ses personnages de l'agent Jean. Alors, il lui crée des acolytes et s'amuse à plonger son anti-héros sympathique dans des situations extravagantes. C'est à partir de 2011 que son rêve se concrétise. Les aventures de son agent secret sont enfin publiées. BDiste prolifique, il a aujourd'hui près de 10 bandes dessinées à son actif. Alors, ça bouge quand même. moins que Paul, mais quand même. Ouais, mais tu sais... Lâche pas. oui, mais avec l'âge, peut-être qu'il va le dépasser. Hein, faut faire dépêche-toi, Paul, il faut... Ah ouais, mais il faut qu'il vive jusqu'à 400 ans. Il faut que tu gardes ton record quand même. Là, oui. Ses principales inspirations, tout ce qui existe finalement. Donc, Anne-Marie pourrait être inspirée aujourd'hui, le jaune, la couleur. Ça pourrait. Mais je Oui. m'inspire quand même très peu des choses du monde réel. J'aime mieux OK. dans l'imaginaire complet. OK. C'est encore plus le fun. C'est plus complet, plus complexe aussi un peu, tout ça. Tout ce qui existe, mais surtout tout ce qui n'existe pas. Donc, t'as pas de problème d'inspiration. Ouais, j'étais finalement. après vous avec Voilà. lui, on a fait un dessin sur scène. Il m'a fait un toaster méchant qui attaquait mon personnage. Ah. C'est à toi, c'est Oui, vrai. Il manquait juste un fer à repasser, finalement. Mais ça a fini en combat Dieu et le démon. Oui, Ah, oui, ok. c'est Oui, ça. c'est ça. C'était une question sur le bien et le mal et très philosophique. OK. Il a gagné parce qu'il était le démon. Oui, c'est ça. Puis, dans ses temps libres, il s'adonne à l'escalade. Donc, tu vas peu. monter dans l'échelle sociale et tu vas aussi devenir... Voilà. J'aime être plus haut que les autres. Ouais. OK. Il habite sur le toit de l'hôtel. Oui, oui. Il lit des bandes dessinées de super-héros et joue à des jeux vidéo. Alors, on arrive à quand même une grande dame de l'Acadie et de la création, Anne-Marie Sirois, qui est quand même un éventail aussi, qui est originaire de Saint-Basile, Oui. une Brayonne, comme on dit. Ben, ça a tout l'air. Oui, oui. Alors, c'est ça, Anne-Marie, qui est là quand même depuis aussi longtemps. Ça fait pratiquement 35 ans que tu roules un peu ta bosse. C'est une centaine d'années, moi aussi. Là, Oui, près, oui. là. Et puis, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Anne-Marie. C'était dans notre jeune temps. Ça doit faire comme peut-être 25 ans de ça. D'ailleurs, je me demande ce que je faisais là, mais c'était en France, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés. C'est drôle. Au Festival de cinéma des femmes, hein, du côté de Oui. Saint-Quentin. Oui, en Et Picardie. moi, je participais au Festival de la Nouvelle de Saint-Quentin. Et puis, c'est là que j'ai... toi, tu présentais un documentaire que tu Je présentais des films animés. film animé. C'était OK. dans ma vie antérieure. J'étais cinéaste d'animation à un moment donné. Là. Puis, à un moment donné, tu as mal tourné, t'es arrivé au livre. Je suis arrivée au OK. livre. Bon, mais c'est ça qu'on veut savoir. Alors, on va commencer par ce que j'appellerais le corps roux.
Chaos. Ouais. Ça sonne mal. Ça sonne mal, hein? J'ai une fille, je l'ai appelée Angélique parce que si je l'avais appelée Emma Roux, ça aurait été Oui. l'enfance terrible à l'école. Oui, c'est ça, ça aurait fait du millage, c'est sûr. Oui, c'est vrai que c'est pas sur les chapeaux, hein? Ouais, ça, Alors- ça tourne pas rond. Non, c'est ça. Alors, oui, comment vous êtes arrivé? Pour arriver quand même à 180 livres, il faut commencer par le commencement. Mais je veux dire, au départ, aviez-vous une formation Au commencement, il y a eu la ligne Mhm. et ça s'est transformé en beaucoup de lignes. Oui. Non, c'est que moi, j'ai toujours rêvé. À 6 ans, il y a une madame, quand j'étais petit, je suis né à Marseille, en France, et puis il y a une madame qui était style une vieille sorcière, une madame italienne qui avait le menton en avant, le nez crochu, qui était tout en noir, qui parlait pas un mot. Et pour ma fête à 6 ans, c'était une amie des amis de mes parents, m'a donné Astérix et le combat des chefs. Et à partir de là, j'ai eu envie de faire la même chose et je me suis mis à dessiner les légionnaires romains. Je faisais mes petites armées. Après, j'écrivais des histoires avec Astérix et Obélix. Et j'ai toujours voulu faire ça. Et quand j'étais après à l'école, je faisais la caricature de mes profs. Je dessinais dans mes cahiers, mais en plus, j'avais des bonnes notes. Fait que je pouvais m'exprimer et faire ce que je voulais. Et j'ai fait le journal étudiant et petit à petit, j'ai fait un contrat, puis 2, puis 3, puis ça s'est multiplié. C'est des heures de travail. Et après, c'est un peu de chance, beaucoup de travail. Et j'ai rencontré même un éditeur ici à Bouton d'Or en 2005 parce que j'étais venu à Halifax invité. Puis elle m'a donné carte blanche pour faire une collection et depuis je fais plein de choses avec eux. C'est les hasards de la vie et les beaux hasards. Des fois on rencontre des gens avec qui on a envie de travailler, en qui on a confiance. Des éditeurs comme des auteurs, il y en a des bons, des moins bons, des fiables, des pas fiables. Il y a de tout comme dans tous les métiers. Et quand on rencontre des gens avec qui on a envie de travailler et qui nous donnent, qui nous alimentent et qui nous stimulent et qu'on stimule à notre tour, c'est comme magique. C'est qu'on continue puis ça donne ça. Et j'espère en faire au moins encore autant. Non, vous êtes là bien parti pour ça, je pense, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi le rapport avec la vieille sorcière au nez croche, là, finalement? C'est qu'elle m'a donné mon Astérix en 1965. Une madame italienne traditionnelle, habillée tout en noir, qui ne parle pas un mot de français, qui m'achète en France un Astérix, c'est révolutionnaire. Faire un cadeau comme ça, parce que la BD, c'était pour les abrutis à l'époque, pour les gens qui n'avaient pas d'éducation, pour les enfants qui comprenaient rien. C'était la lecture avant la vraie lecture. C'était tous les clichés stupides. Et Goscinny, justement, a aidé à rendre la BD très populaire. Dans les 10 auteurs les plus vendus au monde, Goscinny, l'auteur d'Astérix, c'est un des plus gros vendeurs. Il est mort à 51 ans, il a vendu 320 millions d'Astérix, 500 millions de livres en tout, en 107 langues. C'est en avant de Harry Potter et compagnie, là. De loin, mais donc c'est que... C'est pas fini non plus, ça continue. Non, et ça continue. Ben pourtant, oui. et donc c'est de la bonne écriture. Moi, ça m'a simplement donné envie de le faire. Et cette madame m'a fait un cadeau incroyable. Je connais même pas son nom. Et à l'époque, donner un album comme ça à un enfant, c'était spécial. De toute façon, Oui. c'était pas un cadeau très, très correct. Là. C'était Mais comme- probablement qu'elle avait peut-être senti aussi qu'il y avait quelque chose qui Je c'est sais le cas de pas, le dire, ou, qui- ou peut-être c'était une sorcière. Et Ouais. elle m'a lancé un sort. Elle m'a il dit y tu vas avait devenir quelque auteur chose, de bande qui, dessinée. quelque chose qui se dessinait déjà. Oui, c'est ça. Alors, c'est parti de là et c'est un souvenir, un des plus vieux souvenirs que j'ai. Et c'est le début de tout. Et un jour, j'ai rencontré Uderzo, l'auteur d'Astérix. OK. Il m'a reçu, j'ai fait une entrevue et tout. J'étais énervé, j'étais stressé parce que c'est lui et Goscinny qui m'ont donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Ah oui. Et ça a été ma première influence. Et après, j'ai découvert plein d'autres choses. Et comme il dit, tout m'inspire. Puis vous avez eu l'occasion de lui dire et tout ça. Oui, et puis il m'a signé un livre en me disant je suis content d'avoir été à la base de ton inspiration. Et moi, c'était comme le plus beau cadeau. C'est comme C'est boucler ça. une boucle énorme. Ouais, ouais. Et depuis ce temps-là, j'arrête pas. Et je travaille à l'ordinateur avant j'étais sur papier. Et puis, être un auteur, c'est évoluer. Être un dessinateur, c'est évoluer. Vous avez dit un dessin vaut 1000 mots, oui, mais des fois un mot vaut 1000 images aussi. Mhm. Ça dépend. Oui, mais c'est et les ça. deux, et c'est comme plusieurs facettes d'une même chose C'est qu'on la peut rencontre. exploiter différemment. Je pense que C'est c'est ça. pareil, chacun on le fait à sa Ouais, façon. ouais. Et c'est ça qui est merveilleux parce que je disais des jeunes aujourd'hui, je dis j'aurais fini d'apprendre à écrire, à dessiner le jour où je meurs. Mhm. Parce que jusque-là, c'est jamais fini, je peux toujours aller plus loin. Bon, oui, c'est ça. Puis sur votre Marseille natale, vous n'avez pas fait de livres? Non, pas vraiment, non. Des fois, il y a des trucs autobiographiques où il y a des petits détails qui sont de moi. Les personnages jouent toujours au soccer parce que je joue au soccer. Ce soir, je ne peux Ok. pas jouer avec mon équipe parce que je suis ici. C'est à cause de vous à Moncton que je perds mon Ok. match. Mais bon, je me rattraperai la semaine prochaine. Oh, oui. Mais c'est comme tout ça fait partie des choses qui m'intéressent. Mes personnages ne jouent pas au hockey, ça ne me dit rien le hockey. OK. Je prends les choses qui dans la vie me stimulent, sauf si c'est un sujet imposé. Ça arrive qu'on nous propose un projet, on se met dans cet univers-là, et puis bon, à ce moment-là, des fois, oui, ça arrive. Bon. Mais on va toujours à ce qu'on a envie de parler, qu'on connaît, c'est sûr. C'est sûr. Alex, toi, je veux dire, comment tu es venu à ça finalement? D'ailleurs, tu es originaire d'où déjà?
Je viens des Laurentides à Québec, ville de Saint-Jérôme. C'est un peu OK, au nord de Montréal. Saint-Jérôme, oui, OK. Puis j'habite à Montréal. Pays de Séraphin. Hein? Le pays de Séraphin, oui, c'est vrai. OK. Alors, ça t'a pas inspiré, Séraphin, non? Du Tu n'étais tout, non, pas de la même époque, finalement, c'est Pas ça? vraiment. Je suis né en 87. Oh, c'est un peu loin. C'est Mais- ça. Ouais, OK. non, moi, c'est venu. J'ai toujours dessiné. Je me rappelle pas d'avoir commencé à dessiner. La première chose que j'ai fait, je m'en rappelle pas. Ça a toujours été dans moi. Puis ça a toujours été le cartoon qui m'a inspiré le plus. Fait que tout ce que je voyais. C'était quoi tes inspirations du moment, les livres de cartoon, disons, que tu aimais le mieux? Il y avait très peu de livres. Ben, déjà, la bande dessinée n'existait pas à l'école. À mon époque, c'était comme des sous-livres, donc il n'y avait rien de ça. Puis j'ai jamais aimé les romans. Fait que moi, je voulais des BD. Fait que le dessin, je le voyais beaucoup à la télé, puis dans les jeux vidéo. Fait que, mettons, à 5 ans, il y avait les Schtroumpfs qui jouaient à la télé à 5 heures le soir, je m'en souviens, puis c'était un rendez-vous. Après, puis je regardais beaucoup les mains à 4 doigts de mes personnages, ça vient des Schtroumpfs. Parce que... Avais-tu un Schtroumpf préféré? Ou... Non, même pas. Non, pas vraiment, c'est vrai. Non, le Schtroumpf maladroit, je pense que... Ah ouais? Ouais, je pense que je m'identifie. Tu te reconnaissais en lui? Ou... Ouais, ben c'était plus timide, la gang, Ah, un ok. peu de ça, ouais, un peu rejet. Ouais, c'était Ah, un peu ok. moins. Non, j'étais pas Ok. rejet, mais j'étais Ben, souvent, l'expression, c'est ça aussi, c'est de se trouver un langage aussi, peu importe Ouais. les formes de création. C'est souvent une façon aussi de s'exprimer au-delà des mots ou comme ça. Ouais, ben, le C'est dessin un- là-dessus m'a pas mal sauvé. Là, Ouais. aussi, mais Puis, déjà, c'est mais- quoi l'histoire de l'agent double? Avais-tu un côté escroc en toi que tu voulais pas Ah exploiter? non, c'est pas un puis agent t'avais- double, agent secret. Agent secret, oui, mais Ouais. c'est... Non, ça, c'est. Pendant ma jeunesse, j'ai développé un intérêt pour James Bond. Mais même pas pour les films, je trouvais les films plates, mais je veux dire, l'univers James Bond autour. Les gadgets, ça? Oui, gadgets, explosions, tout ça, patente. Fait que je voulais mon personnage d'agent secret, je voulais faire mes propres histoires d'agent secret. Puis à cet âge-là, il est arrivé vers 9-10 ans, l'agent Jean. Puis c'était vraiment une période où j'inventais tout. J'avais inventé des centaines de personnages déjà. À chaque fois que je voyais quelque chose, une poignée de porte, tiens, un personnage de poignée de porte. Puis j'avais tout fait ce qui était possible. Puis parmi les dessins, il y avait un personnage d'un chevreuil que j'avais fait. Puis quand j'ai décidé d'avoir un agent secret, j'ai dit, tiens, lui, il ferait un bel agent secret. Je lui ai mis un smoking. Puis j'ai fait, voilà, ça va être lui. Puis bizarrement, il y a quelque chose qui est pris là. Ça a été le seul personnage qui a vraiment capté l'attention des gens autour. J'ai continué à le dessiner pendant toute mon adolescence. Puis les gens le trouvaient vraiment drôle. Puis ils aimaient mes BD. Fait que on dirait que je savais que lui, il y avait quelque chose de spécial. Donc. Puis déjà, moi, depuis l'âge de 9 ans, c'est là que j'ai fait ma première BD, je savais que je voulais faire ça dans la vie. Puis j'avais... Puis as-tu été encouragé quand tu disais que tu voulais devenir, je Oui. sais pas, oui, Ouais, t'as pas personne trop... ne m'a jamais découragé. OK. Ça, j'ai été chanceux là-dessus. Depuis Ouais. que j'ai 5 ans, qu'on me dit « t'es bon en dessin, tu vas aller loin avec ça ». Fait OK. que moi, c'était évident dans ma tête que j'allais réussir. J'ai eu cette chance-là. Personne ne m'a jamais dit « va pas là, il n'y a pas d'argent à faire » ou quoi que ce soit. OK, Moi, c'est ça. sky is the limit. Oh, Puis, oui. ouais, fait que même De toute façon, tu savais que c'était pas vrai. c'est ça. Ah ouais. Déjà à 9 ans, j'avais dans la tête de me faire publier un jour, puis ça va marcher OK. comme ça. Tu n'as pas une misère à te faire publier Non, ton du premier tout. livre, non? Non, techniquement, ça a été long parce que à 9 ans, je voulais déjà me faire publier, puis j'ai été publié à 23 ans. Donc, ça a pris comme 14 ans avant que je sois publié. C'est long. Mais oui, j'ai commencé à travailler sérieusement là-dessus. Mes premiers projets BD, premier dossier que j'ai monté, c'était à l'âge de 16 ans. Puis j'étais conscient que je n'étais pas encore prêt, mais je travaillais tout le temps, tous les jours pour arriver à ça. Puis j'ai été prêt à 23 ans, justement, avec mon personnage que je connaissais depuis tellement d'années. Donc, ouais, ça s'est fait quand même assez facilement. J'ai fait 2 maisons d'édition. Les 2 ont dit oui. Il y en a une qui a dit oui plus vite. Donc, voilà, elle a gagné. OK. Bon, tu vois, c'est des univers quand même assez fascinants, puis c'est beau de voir qu'avec la détermination, quand même, on peut y arriver. Anne-Marie, ça a été ça un peu aussi, toi, parce que ça fait quand même longtemps aussi que tu traînes, comme on dit, tu traînes tes savates un peu partout, toi, Ah aux 4 oui? coins du monde, d'ailleurs, hein, c'est vrai, parce Pas que... tout le temps, là. Non, mais comment ça a commencé, toi? C'était à l'école aussi, ou... Oui, moi, c'était avant l'école. C'est un peu comme Alex disait. Moi, depuis que je me rappelle, dans mon enfance, je dessinais. Puis tout le monde chez nous dessinait. Ça fait que c'était comme normal. C'est comme un mal nécessaire. C'était un bien nécessaire. Moi, c'est le même que j'ai commencé. Puis à l'école, je me rappelle quand j'étais en première année, il était venu des stagiaires à un moment donné, comme qu'il y a dans toutes les classes, là.
Puis il y avait une des stagiaires on avait un travail à faire. Il fallait dessiner dans notre cahier de catéchisme. Puis la stagiaire était en arrière de moi, puis elle me regardait dessiner. Puis là, je l'entendais parler à la sœur qui m'enseignait. Puis comment qu'elle dessine bien. Puis moi, je croyais que tout le monde dessinait, puis tout le monde dessinait bien. Tu sais, même quand les gens disent qu'ils dessinent mal, moi, je vois pas que c'est des pas beaux dessins. Même quand ça a l'air enfantin ou il y en a qui disent que c'est maladroit, moi, je ne vois pas ça. Je vois l'expression de quelque chose, puis parfois, je trouve ça plus intéressant, plus spontané que du beau dessin. Je suis weird, hein? Non, mais ça, pas trop pour le moment, mais ça va se préciser au cours de la table ronde. J'ai pris mes pilules le matin, Oh, ça va oui. mieux. Oui, bien, justement, vu que tu ouvres la porte un peu, mais justement, mais c'est juste pour dire aussi qu'il y a quand même des déclencheurs pareils dans la création, comme toi, c'était la vieille sorcière. Elle, c'était la stagiaire, c'était peut-être une descendante. Puis toi, ça a été les Schtroumpfs, mais je veux dire, il y a quand même quelque chose, il y a toujours une bougie d'allumage quand même qui fait qu'on a le goût d'avancer, de faire quelque chose. Puis pour en venir à ton côté weird, toi, je dirais que tu es un peu... toi, c'est l'anti-héros, mais toi, c'est l'anti-conte de fées un peu, comme avec le petit chaperon mauve, avec les princesses qui n'ont pas trop de dentelle. Toi, t'aimes ça, là, les amener ailleurs sur d'autres terrains. Ouais. Ça vient d'où? C'est un petit côté rebelle ou un petit peu revêche, ça qu'on appelle? Moi, Là? j'aime partir de quelque chose connu puis transformer. Un peu, c'est exactement le même exercice que je fais dans mon travail de faire passer, de sculpture. Je pars d'un objet qu'on connaît, mais il devient d'autres choses. Avec le chaperon mauve, Rose-Neige et les six nains, je pars de quelque chose qu'on connaît qui devient un autre genre d'histoire, mais c'est les mêmes personnages, mais c'est pas les mêmes. Qu'est-ce qui se passe entre le petit chaperon rouge puis pour qu'il devienne mauve? Qu'est-ce que toi, tu y amènes de différent? Ou ça vient d'où le besoin, justement, de ne pas te contenter de cette histoire-là qu'on t'a racontée, qui ne te convient pas nécessairement? Elle est mauve dès le début parce que son prénom est Mauve. Puis je me suis aperçue que Mauve est un nom qui a existé. Puis j'ai même signé une fois un livre à une petite fille de 6 ans. Elle a plus 6 ans maintenant, mais elle s'appelle Mauve, la petite fille, là, comme... Ça existe encore, hein? Des parents weird. OK. Puis comment tu as commencé, surtout en cinéma? Moi, c'est que je voulais voir mes dessins ou mes peintures bouger. Puis, quand j'étais enfant, je regardais, je ne savais pas lire à l'époque, on avait chez nous, on était abonnés à l'Évangéline, puis il y avait les comic strips. Ça fait que je savais pas lire, mais je regardais les petites cases, les petits bonhommes, puis je suivais l'action qu'ils faisaient. Puis ça m'intriguait. Puis à la télévision, dans Bobino, il y avait des dessins animés, mais ça bougeait. Puis moi, j'aurais aimé que mes dessins bougent. Puis j'ai bien vu que si je voulais que mes dessins bougent, il fallait que je fasse l'image par image. Dans le temps, c'était 24 images secondes, mais on en faisait 12 filmées 2 fois pour couper le travail en 2, là, qui était quand même assez ardu. Puis, à un moment donné, mes dessins ont bougé. Ça a été filmé, j'ai fait du dessin animé. C'était un de mes rêves que j'ai réalisé. Puis, finalement, l'illustration, comme les livres, c'est venu après, ça? C'est venu, non, ça se faisait en même temps. En même temps, simultanément. Oui, parce que j'ai toujours aimé les illustrations de livres. Enfant, j'avais des tantes qui étaient enseignantes puis qui nous donnaient les livres qui étaient maganés, là, qui manquaient des pages ou déchirés, barbouillés. Tu les complétais? Oui, je les complétais pas à peu près. Puis il y avait même une de mes tantes qui était rentrée religieuse, puis les autres faisaient le vœu de pauvreté, puis avait donné à mon père sa bibliothèque. Puis moi, j'avais remarqué, je n'allais pas encore à l'école, j'avais remarqué que dans chacun des livres, il y avait des pages blanches au début et à la fin, puis je les ai remplies. OK. Oui, tu pensais que... C'était du papier pour dessiner. OK. Puis aussi, mais ton cinéma, quand même, ça t'a amené beaucoup à voyager un peu. Oui, tu as quand même oui. eu des belles reconnaissances. Oui. Es-tu surpris de ça? Comment c'est arrivé? Parce que peut-être nous parler un peu des festivals que tu as fait un peu partout en Europe et ailleurs. Tu sais, des fois, c'est des hasards aussi, là. Comme mes premiers films, c'était avec l'Office national du film, puis eux autres, ils ont un réseau de festivals. Puis
selon le genre de film, ils vont l'envoyer à certains festivals où ton film va le mieux. Puis là, ben, c'est accepté ou refusé. Puis quand ton film est accepté, ben là, avec l'ONF, dans le temps, tu avais droit à aller à un festival. Ça fait que souvent, on prenait le premier parce que tu ne sais pas s'il y a d'autres festivals qui vont t'accepter. Ça fait que moi, j'ai quand même eu la chance de voyager dans certains festivals à travers le monde. Ouais. Comme lesquels, par exemple? Zagreb, en Croatie. Où est-ce que je suis allée à part ça? C'est à peu près... Ah ben en France, oui, en Picardie. Mais tu me disais que tu avais manqué un voyage, tu avais été invité au Japon aussi? Oui, bien ça, c'est après Zagreb, mais je ne savais pas que j'allais être invitée au Japon. Puis dans ce temps-là, tu prends le premier. C'est pas grave. Tu as le temps d'y retourner. Tout ça. Alors, pour revenir peut-être à M. Roux, oui, vous avez créé justement la première, on se dit, la première cours de BD à Gatineau. Comment c'est arrivé? Vous sentiez qu'il y avait un besoin? Non, j'ai aidé à le créer, mais c'est pas mon idée. C'est qu'au départ, moi, j'ai fait beaucoup d'activités BD dans la région de l'Outaouais depuis toujours. Il n'y avait rien au départ. Et puis, je l'ai fait par hasard parce que j'ai fait des livres, on en parlait de moi beaucoup. Et à un moment donné, j'ai fait une grosse expo à la galerie de la ville de Hall à l'époque, parce que ça a fusionné, c'est Gatineau. Et dans la galerie de la ville, j'avais fait repeindre les murs de couleur, j'avais recréé mon studio, c'était révolutionnaire, il n'y avait que de l'art contemporain avant. Et il y a eu très gros événements ce soir-là, et il m'avait dit, donne-nous une idée de fou. Alors j'ai dit, j'aimerais qu'on bouffe ce qu'on voit dans les BD. J'aimerais qu'on mange les gâteaux des Schtroumpfs, j'aimerais qu'on mange la morue aux fraises de Gaston Lagaffe qui est immangeable, j'aimerais qu'on mange tout ça. Et les restaurateurs de 7 gros restaurants se sont mis ensemble pour faire un énorme banquet. Il y avait 300 personnes au lancement, il y avait des gens sur les attentes, il y avait 12 télévisions, 12 radios, je me promenais d'un à l'autre, puis ça a été un événement incroyable. Et là, 2 jours après, on m'appelle, on me dit, l'université veut vous parler. L'université qui s'intéresse à la BD, c'est comme Obama qui viendrait au festival d'ici, ça serait un peu surprenant. Donc, je dis, c'est une blague. Non, il y avait des gens à l'université qui voyaient qu'il y avait un besoin en BD, il n'y avait aucun cours. Alors, ils m'ont dit, on aimerait justement que tu donnes un cours pour sonder le terrain. Alors, à 1 mois de préavis, j'ai créé un cours à l'université que j'ai donné à 25 étudiants. Ça a très bien fonctionné. Et à partir de là, ils disent, on va créer un programme. Alors, pendant 1 an, bénévolement, j'ai aidé à donner des idées, de l'argumentaire pour les cours, etc. Ils ont créé le bac. Et moi, je donne des cours. Comme là, en ce moment, je donne un cours sur impression, édition et diffusion. Un autre cours de dessin, un cours sur récit et découpage. Et je donne des cours à chaque session. Et depuis, il y a beaucoup de gens qui ont publié aussi, des auteurs qui sont reconnus, qui ont gagné des prix et tout. Et le but, c'était de donner une formation pour créer des auteurs dans toutes les catégories. Pas une seule catégorie, parce que souvent dans les BD, il y a des factions. Il y a la BD ci, la BD ça, et puis là... En fait, c'est toutes des formes de BD, tout simplement. Et le but, c'est d'aider tout le monde à se développer. Et donc, j'étais un peu comme le stimulateur, parce que c'est grâce à l'expo que ça leur a donné envie de faire quelque chose. Ils m'ont dit, beaucoup de gens font de la BD en cachette, mais il n'y a pas de cours. Et ils font ça à côté. Alors, il dit, on aimerait en donner un. C'est qu'à l'Université du Québec, en Outaouais, maintenant, il y a ça s'appelle l'École multidisciplinaire de l'image. Et il y a un programme qui a 1 année de cours communs. Et après, il y a spécialisation BD, design ou art visuel. Et à partir de là, on peut aller suivre une majeure, une mineure, on peut faire toutes sortes de choses. Et c'est le seul programme en Amérique du Nord. Ça a commencé en 1999, le programme, et les premiers diplômés sont sortis en 2001. Est-ce que vous aviez une formation d'éducateur au départ, ou si vous avez, comme souvent dans nos métiers, on s'improvise un peu? Non, ça a commencé parce qu'à un moment donné, on m'a demandé de faire des ateliers BD quand je commençais par la ville d'Aylmer, qui était aussi une ville qui a été fusionnée. Puis petit à petit, j'aimais toujours transmettre et partager. Ça ne veut pas dire que je sais tout, ça ne veut pas dire que je suis meilleur, mais j'amène des choses et les gens prennent ce qu'ils veulent et puis ils se construisent leur... Parce qu'en tant qu'auteur, il faut se créer son style, il faut se créer... On veut dire quoi, pourquoi, on veut aller où, il faut se structurer. Et pareil visuellement. Donc à un moment donné, c'est leur donner des outils. Je l'ai fait en Afrique, je l'ai fait en Belgique, je l'ai fait au Nunavut. J'aime ça partager et petit à petit, ça m'a amené à tout ça. Donc là, j'ai fait des ateliers dans les écoles aujourd'hui, je donne des cours à l'université. En quelque part, je parle toujours des mêmes choses, mais de façon différente. Et ce matin, avec les jeunes, on a improvisé un atelier de dessin. Ils ont tous fait des dessins. Ils ont appris à faire structurer, bouger leurs personnages. Et certains avaient déjà compris certains éléments que
waouh, ils étaient eux-mêmes surpris de ce qu'ils avaient fait. Donc, c'est ce partage mais j'ai pas de formation particulière pour ça. Là, c'est sur le tas. Mais il faut dire quand même que quand ils arrivent là, ils ont déjà une base. C'est déjà des gens qui ont aussi... comment vous les choisissez? Est-ce que c'est difficile? Ça, c'est pas moi. Ça, c'est l'université qui décide. Mais il faut qu'il y ait quand même un minimum là, de... Non, même pas? Parce que des fois, je vois des choses arriver, je dis, wesh, c'est des mauvais dessins du début du secondaire, ça va mal. Et des fois, il y a même des gens, mais à un moment donné, on les prend où ils sont, et ça m'est arrivé de voir des gens qui avaient un certain talent, qui étaient paresseux, qui foutaient rien, et qui n'ont pas réussi leur bac, et qui sont allés faire autre chose. Parce qu'ils pensent que tout est facile, et puis on ne travaille pas, puis ça vient tout seul. Non, ça ne se peut pas. D'autres qui, des fois, ils en arrachaient, mais qu'est-ce qu'il fait dans le programme? Ils devraient aller faire autre chose. Et tout à coup, il y a eu un déclic, et 2 ans après, c'est super bon. Fait que c'est pour ça que tout le monde a sa chance. Tout le monde qui sait écrire une lettre sait faire un dessin. À partir de là, c'est jusqu'où on peut le développer, jusqu'où on a envie de le développer. Et comme je dis, moi, je faisais tout sur papier pendant 25-30 ans. Maintenant, je fais tout sur ordinateur, à part mon crayonné, et même des fois, je le fais à l'ordinateur. L'ordinateur, le papier, le pinceau, c'est des outils différents. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, ça donne des options différentes. Et tout ça peut être une énorme panoplie qu'on peut utiliser pour créer. C'est un peu pareil à l'université. Il y en a qui travaillent sur papier, d'autres à l'ordinateur. Tout est possible. Comme il disait en bon français, the sky is the limit. Ben oui. Mais c'est ça, c'est ce qui nous amène justement à parler de ça. Tu ouvres une porte qui est intéressante. Toi, Alex, tu travailles comment? Tu travailles sur ta table à dessin ou tu es aussi à l'ordinateur ou tu te promènes entre les deux? On a ordinateur 100 Ouais. Quand j'ai découvert le dessin sur ordinateur, ça a vraiment été un déclic. Pour moi, mon style il a évolué de 10 ans en une journée. Je savais que c'était là. Fallait que j'avais jamais réussi à avoir la ligne que je voulais, la couleur que je voulais avec le papier. Puis là, ça simplifie le travail ou ça te donne vraiment, comme tu dis, vraiment ce que tu veux? Là, ça fonctionne avec ma personne, ma manière de fonctionner, ma personnalité et tout et tout. Okay. Puis ça me permet de produire plus rapidement parce que j'ai beaucoup d'idées puis je veux faire plus de livres, tu sais. Puis je me suis inventé une technique personnelle sur ordinateur puis j'ai travaillé là-dessus pendant des années pour vraiment être capable de faire ce que Puis je comme, qu'est-ce que vous répondez, disons, à ceux les espèces de purs et durs là, qui disent que, bon, l'ordinateur met une distance entre la création, entre la feuille, le médium ou les choses comme ça? Non, je pense que c'est d'être actuel. Le papier, c'est pareil. Et puis le problème, par exemple, moi, j'ai fait des BD sur papier en couleur directe sur papier, puis d'un coup, c'est parce qu'il y a du chlore dans la nature, parce qu'il y a des pluies acides, le papier n'a plus la qualité. Alors je mets ma couleur et ça me fait une tache. Alors que ça fait 20 ans que j'utilise ce papier qui faisait pas de tache. Ça, c'est pas du folklore, c'est vrai. Non, c'est la vérité. Vraiment, je me suis retrouvé au milieu d'un livre que j'ai d'ailleurs avec moi où j'avais acheté pas assez de papier pour faire tout le livre. Après, j'ai acheté pour acheter le papier complet. Où je vais, et puis ils ont changé la composition du papier, et puis là, ça ne réagissait plus. Il a fallu que je travaille avec des crayons de couleur pour retoucher. Ça a été l'enfer. Mais l'ordinateur, l'avantage, c'est que je mets un dégradé vert, ça me plaît pas, je le change mauve. Mais le problème de l'ordinateur, c'est qu'on va passer 25 000 heures à choisir et à travailler dans le mini-pixel qu'on devient fou. Et quand il faut se trouver une technique pour... Ah, moi, j'ai réglé ça. T'as réglé ça? Deadline serré. Non, mais par exemple, un exemple. Moi, quand je parlais d'Uderzo tout à l'heure, Uderzo, quand il m'avait fait son dessin, il avait déjà 75 ans, il dit « Je peux plus mettre l'encre parce que le pinceau, c'est tellement délicat et difficile que je me suis fait mal toute ma vie aux articulations. » Il dit « Je peux plus ancrer. » Parce que le pinceau, ça demande une belle ligne souple, autrement c'est une catastrophe. J'en ai fait des dessins au pinceau, c'est fini, pénible. Avec Photoshop, je me mets telle pointe... J'ai manqué ma ligne, je la refais, elle est parfaite, elle est au pinceau, je serais arrivé à la faire 1 fois sur 10 comme ça. Alors, l'ordinateur a cet avantage quand on justement se crée sa technique, mais ça c'est des recherches personnelles. Photoshop, tout le monde peut l'utiliser de façon différente et personne ne le connaît vraiment, c'est trop complexe comme logiciel. Pareil pour le graphisme, hein, ça a facilité beaucoup le travail. Je veux dire, quand tu étais aux lettres A7, puis tu passes là, comme c'est InDesign, c'est ça. C'est vraiment... La chose que j'ai pas sur papier, moi, c'est j'ai un bouton sur mon crayon qui permet de revenir en arrière. Donc, quand je manque la ligne, je pèse sur le bouton, puis ça s'efface. Okay. Sur papier, j'ai pas ça. Ah oui. Toi, Anne-Marie, la technique, ça t'a jamais causé de problème? Puis si tu as commencé pratiquement au cinéma aussi, mais en dessin, est-ce que tu es à l'ordinateur aussi? Je fais plus trop de cinéma d'animation. Le contexte économique et provincial a énormément changé en 10 ans. Ça fait 10 ans que j'en ai pas fait. Moi, j'ai pas touché à l'ordinateur, sauf au début des premiers Apple II Plus, qui était quelque chose d'extraordinaire à l'époque, qu'on voyait plein de pixels. C'était en 82, 83. T'écoutais les Schtroumpfs encore? C'était au siècle dernier.
Puis c'est que moi, je fais pas de l'illustration à plein temps. C'est occasionnel quand ils passent des contrats, puis que mon style va avec, puis qu'on me demande. Ça fait que je me suis jamais équipée, informatisée pour la peine. Puis j'aime bien toucher au papier, puis travailler avec des crayons, mais moi, je suis pas quelqu'un qui s'oppose à la technologie, loin de là. Mais toi, tu fais-tu au crayon de couleur ou tu fais à Oui. quoi? Ah oui? Ben, j'ai utilisé toutes sortes de techniques. Des fois, c'est la peinture acrylique diluée, puis rehaussée au crayon de bois. Ça dépend du texte que j'ai à illustrer. Les 2 derniers textes, c'était des collages avec du crayon C'est toi de qui bois. décides, dépendamment du texte que tu reçois, Oui. tu dis ça m'inspire de travailler tel médium? Oui, puis des fois, ça dépend du temps que tu as pour faire ton contrat. Quand c'est plus... Puis du budget. Et du Non, budget. Faut Non, moi, dire je- les vraies affaires, hein, parce qu'on sait comment Non. ça fonctionne dans ce métier-là. Non, quand on est même, tout hein. le temps payé pareil, Ouais, dans ouais. mon cas. Les mêmes salaires depuis 1997. Bon, Bon. bon, Toi, t'es indexé à vie, toi. ça a l'air à ça, en tout cas. Mettons C'est qu'on bien. on vit comme on peut avec Ouais, ça. ouais, c'est Mais ça. quand le temps me le permet, j'aime explorer des choses. C'est pour Ouais. ça que je dis que des fois, les délais sont très serrés. Ça fait Ouais. que... Puis je sais que ça va aller plus vite si je le fais au crayon, des techniques que je connais. Mais en même temps, tu sors du livre aussi parce que tu fais des expositions. Ah, Puis ben oui. des choses un petit peu, je Oui, dirais oui. pas flyées, mais tu sais, un peu différent, comme une Oui. exposition sur les vieux fers à repasser. Il fallait quand même y penser. C'est-tu parce que tu étais dans des mauvais plis ou tu n'aimais pas repasser ou je sais pas. Ah Il y a non. sûrement quelque chose qui a fait que tu as accroché dans. Prête-moi pas des intentions que j'ai pas. Non, mais il faut quand même Non, y penser. Tu sais, Non, c'est c'est que intéressant. ça, c'est. Moi, je trouve que quand on est enfant, on est très près de notre essence. Puis c'est parti d'un dessin d'enfant. Je sais que j'allais pas à l'école. Je devais avoir 4 ou 5 ans. J'ai dessiné ma tante qui patinait. Son pied, c'était un fer à repasser muni d'une lame de patin. Bon. Je sais pas ce que ma mère mettait dans mes céréales le matin. En tout cas, c'était avant la Marie récréative, puis tout. Ça fait que, moi, en 95, ce dessin-là m'est revenu à l'idée, puis je voulais le faire en 3 dimensions. Ça fait que j'ai été dans un marché aux puces, j'ai acheté des fers à repasser, parce que là, il y a d'autres idées qui sont venues. Puis ça n'a jamais arrêté. Puis d'ailleurs, tu as fait un livre aussi pour montrer comment elle a de la suite Oui. des idées. C'est intéressant. Elle a fait un livre justement avec les photos de son exposition qui s'appelle Faut pas s'en faire. Non, c'est lis le comme il chiffre, faut. oui. Pourquoi Regardez, s'en faire? Pourquoi s'en faire? Regarde, tu vois, s'en faire, mais c'est parce qu'il y a s'en faire à repasser comme ça. Peut-être montrer quelques illustrations, oui. mais c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai eu la chance de voir cette exposition-là et c'est vraiment, faut y penser, il faut être créatif. Mais le fer à repasser est une arme dangereuse. Oui, c'est sûr. Non, j'étais au Cameroun 4 fois. Et une fois où j'étais au Cameroun, il y avait un voleur qui sévissait dans la capitale. Il attaquait les femmes qui étaient en train de faire le repassage. Il prenait le fer, il leur brûlait la face, il les volait, il partait avec. Ah, C'était oui. dans les nouvelles. Il y avait le maniaque au fer à repasser. Imagine-toi, ici, c'est J'espère que c'est pas ça qui va se passer. Non, c'est un peu le pendant de la tronçonneuse ici, Ça, finalement. Oui, mais il y avait pas d'électricité partout. Oh, ça ouais. fait- Mais les plus dangereux, c'est les fers au gaz qu'il y avait à l'époque. Là, quand même. Ça, Au c'est propane, plus hein. au propane. Hein. Tu peux te Ça suicider explose? avec ça, si tu veux. Ouais, Ça explose? ouais non. OK. Mais pour en revenir à Ça une y est, question... ils viennent créer un personnage. Ouais, ouais, Non, ouais. mais ça roule, là, le maniaque à faire à repasser. Mais j'ai pensé à lui tantôt, quand avec ton idée de fou, tu disais d'avoir fait le repas au niveau des Schtroumpfs. Là. Tu dois regretter de ne pas avoir été là parce que toi qui étais. Tu t'aurais dégusté, c'est le cas de le dire. Quand ils ont fait les cuisiniers ont fait les repas là, avec les Ah, oui. Schtroumpfs. Là. Peut-être que tu pourrais fournir la Ben, recette c'était- quand même. Mais c'était la seule chose franco-belge qui m'intéressait, par contre. Ah, OK. Ouais. Ouais, j'ai jamais été attiré par la BD française Non. et tout. C'était surtout Ok, le ok. dessin animé. Ouais. Peut-être une autre question que j'aimerais vous poser, les trois, vous allez avoir sûrement vos réponses là-dessus. Mais il y a sûrement des journées où je sais pas, même quand on est illustrateur, dessinateur, créateur, tu sais, où tu arrives, je sais pas, devant la feuille, devant l'ordinateur, où il y a des journées où tu te sens sans dessin un peu, dans le sens que tu sais, t'as peut-être pas nécessairement, est-ce que c'est vrai, c'est encore la page blanche ou l'inspiration, où tu reçois un texte qu'on te demande d'illustrer, puis
sais, en toute honnêteté, tu le regardes, mais tu dis, non, c'est pas pour moi. Est-ce que ça vous est arrivé déjà de dire, moi, je peux pas illustrer ça, ça me rejoint pas, ou j'aurais pas, ou toujours on transcende ça, puis on va plus loin, puis on trouve des choses? Oui, ben, moi, pas illustrer un texte, ça m'est jamais arrivé. Je ne ferai que ça si c'est un texte avec lequel je suis pas d'accord. Style, il y aura un texte néo-nazi qui prône le nazisme, je n'ai pas envie d'illustrer ça. Il y aura un texte sur la pédophilie qui prône ça, je veux pas. Non. Fait que des choses, je le ferai simplement par conviction personnelle. Parfois, je reçois des textes, je me dis, ça va être plate. Mais à un moment donné, j'ai illustré un truc sur les vampires. Ça ne m'intéresse pas, les vampires. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'a jamais intéressé. Ça, je trouve ça ridicule. Mais à un moment donné, on passe à travers ça, parce que ce n'est pas moi qui ai créé le livre. Et je me dis, bon, comment je peux rendre et je peux sortir quelque chose d'intéressant. Et à partir de là, d'un coup, on se prête au jeu et ça finit par donner un résultat. Parce qu'il faut aller au-delà de mon goût personnel. Mais avoir la page blanche, c'est ça, quand on est professionnel, ça doit être pareil pour toi. Tu as des deadlines. Pour moi, l'inspiration, c'est comme un animal sauvage. S'il n'est pas là, je vais aller dans la forêt avec mon fusil, mon filet, je vais traquer l'inspiration, je vais la chercher. Tu veux le débusquer. Oui, et des fois, je vais être 3 jours à stresser. Des fois, j'ai des gags à trouver pour des revues. Je n'arrive pas à trouver le gag sur ce thème-là. Et d'un coup, je sais que quand je vais être rendu vers le bout, j'aurai plus le choix, je vais la trouver, l'idée. Et ça finit toujours par arriver. Et des fois, j'écris des romans aussi, puis je suis rendu aux 3/4 du roman. Je sais que je veux aller là, mais je n'arrive pas à trouver. Et je cherche. Puis d'un coup, il y a un déclic qui se fait. Puis pendant 4 heures, j'écris. Puis j'ai trouvé une nouvelle fin, plus une suite. Et puis d'un coup, c'est comme waouh. C'est comme, il faut apprendre à se faire confiance, mais le stress et le trac de ne pas trouver la fin ou le punch ou le deadline, il existera toujours. Puis est-ce que c'est un peu fatigant, des fois même obsessif, là, tu sais, quand tu es en cours de création, tu es en train de finir un album ou quelque chose, puis là, tant que tu l'as pas fini, tu vis avec, là, dans le sens que... Oui, surtout quand on travaille à la maison et qu'on a ouais, notre table à dessin, oui, mais aussi, il faut des fois s'aérer, mais il y a quelque chose qui fait que ça nous habite tout le temps. C'est toujours là. Moi, je me couchais hier soir en essayant de penser, bon, là, je suis à tel moment, qu'est-ce qu'il va faire le personnage, là, parce que je veux le lien pour le prochain chapitre, et je dormais, et je me suis réveillé au milieu de la nuit, puis je pensais encore à ça. Ça fait que peut-être que le lendemain, je vais avoir trouvé mon idée sans le vouloir. Le pire qui peut arriver, tu travailles en pleine nuit, tu sers le conjoint ou la conjointe avec le nom du personnage de la bande dessinée. C'est ça, puis là, ouais, Georges, tu me trompes. Là, c'est un peu plus difficile, oui. Et toi, est-ce que ça t'arrive aussi quand même la page blanche, quand je l'ai, pour moi, c'est un mauvais signe. C'est un signe que j'ai pas d'affaires là puis que je devrais pas faire ça. Moi, je le vois vraiment rough comme ça parce que, mettons, si on prend ma série, La Jean-Jean, jamais j'ai fini un livre en me disant, bon, ça va être quoi le prochain livre? Merde, j'ai toujours 6 livres dans la tête en avance, puis je fournis pas assez vite pour toutes les idées. Tandis que quand j'arrive à une série, puis je fais comme, oh, le prochain épisode, comme là, je fais, mettons, j'ai fait beaucoup des petites séries BD, des 1 page ou 2 dans des magazines, par exemple. Puis en fait, je déteste ça, je m'en suis aperçu en le faisant, parce que j'ai des idées pour les 3 ou 4 premiers épisodes. Puis après ça, il faudrait que je continue des années comme ça, mais j'ai plus rien. Fait que quand j'ai plus rien, j'arrête. Je trouve pas que c'est utile tant que ça de... T'sais, un jeune enfant me dit, par exemple, « Je veux faire de la BD dans la vie, mais je sais pas quelle BD faire. » J'ai dit, « Ben, fais-en pas. » Mais t'as pas besoin de faire des BD. C'est pas assez important pour... Non, mais c'est que si t'as pas... Faut pas que ça parte... Faire une BD, faut pas que ça parte par « J'ai envie de faire une BD parce que c'est cool ». Faut que ça parte par « J'ai une histoire dans la tête, j'aimerais ça la raconter ». Si tu veux faire de la BD juste pour faire de la BD, mais t'as pas d'histoire dans la tête, ben fais pas d'histoire, tu sais. Puis il vient un moment donné où j'ai l'impression que tu dois dire, ben ça, ce personnage-là, j'ai fait le tour, je passe à autre chose. Faut jamais Parce que là, tu étirer sais trop. que tu vas revenir ou tu vas redire des choses, Oui. puis toi, ça te nourrit plus non plus C'est comme ça. créateur. Mais Tu ça, as on besoin le sent, d'être nourri pour nourrir aussi. Oui, on le sent assez vite, ça, quand faut jamais étirer trop un Oui, personnage. puis la BD, c'est une histoire. Le dessin, c'est le moyen de raconter l'histoire. On pourrait faire la même histoire en dessin animé, en film, n'importe quoi. Donc, il faut avoir quelque chose à dire au départ. Et souvent, c'est ça. On veut faire de la BD, mais quoi? Tu veux dire quoi? Tu veux exprimer quoi? Et c'est ça le secret, d'avoir quelque chose d'abord à communiquer, parce qu'on s'adresse à des gens qu'on ne voit pas, à parler, trouver la manière de le faire à travers la BD ou autre. Mais si on n'a pas ça, ça ne sert à rien autrement. Mais ça doit être un rêve aussi, en tout cas, ou quelque chose qu'on n'évacue pas, d'avoir le goût, quand on a des personnages comme ça, illustrés ou des bandes dessinées, d'avoir le goût justement que ça passe au cinéma ou que ça prenne un autre envergure, un autre envol. Est-ce que ça vous intéresserait dans votre cas avec vos personnages? Oui, si on me propose 2 millions de dollars pour acheter les droits et faire plein de trucs, je dis oui tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais oui. Même un peu, Ah, pas moi. même un peu moins, sûrement. Non, peut-être. non. Ils vont détruire ton œuvre. Mais c'est pas un objectif absolument. Et tous les auteurs de BD que je connais, on peut parler, celui qui faisait Boule et Bill, Astérix, Gaston Lagaffe et tout, ils m'ont tous dit à une certaine époque, je suis déçu de voir mes trucs parce qu'ils ont des voix pourries
pourris, ils bougent pas bien, ils sont pas ressemblants. Et en général, ils sont toujours insatisfaits. Et même le premier Astérix avait été fait en cachette des auteurs. Et on leur a montré le produit final. Et Uderzo, qui adorait Walt Disney, a dit « Waouh, mes personnages bougent ». Mais pourquoi ils chantent et ils dansent? Parce que c'était ça dans les dessins animés de Disney. Et moi, j'ai toujours trouvé ça aberrant dans un dessin animé. D'un coup, ils se mettent à danser, ça me frustre. Et tous sont déçus. Tous sont déçus unanimement. Oui, c'est le fun de voir son personnage bouger, mais c'est jamais ça. Moi, Astérix n'a pas de voix dans ma tête. Gaston Lagaffe n'a pas de voix. Il est un personnage de papier et il bouge sur le papier. Et puis quand je le vois à l'écran, ben, ça me déçoit automatiquement. Sauf que toi, tes personnages, quand tu t'écris dans ta bulle, tu les entends dans ta tête? Non. Non? Tu les entends pas, non? Non. Même les bruits, je les entends Tu pas. leur inventes un langage. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis bon, si c'est bien adapté, ça peut être intéressant. Astérix et Cléopâtre, c'était pas si mal. Ils en ont fait plein après. Ils chantaient aussi, ouais. Ouais, mais la chanson est bonne. On chante toujours avec ma fille. Vous connaissez la chanson? Non, mais on aimerait bien. Et un peu de sucre en poudre. Non. Tam, tam, taram, tam, tam, la chanson du gâteau. Okay. Mais non, mais il y a des chansons amusantes, mais ça n'a pas vraiment sa place. C'est l'influence hollywoodienne où il faut absolument mettre du spectacle et que ça danse et que ça bouge. Ça prend du crémage. Et pour moi, c'était comme une trahison de voir Astérix et chanter et danser. C'est comme non, c'est pas d'allure. Oui, c'est ça. Et toi, Anne-Marie, quand même, ben, toi avec le cinéma, ça n'a pas été vraiment tes personnages que tu as passé au cinéma, c'était autre chose que tu racontais? Oui, moi, c'est pas des suites, c'est pas des bandes dessinées mises en cinéma. C'était du film d'auteur. Comme mon dernier film qui s'appelle Psst. C'était du cinéma expérimental, une suite animée de coups de pinceau gestuels abstraits mis en musique par Michel Deschaines, mais que ça a été fait à la façon d'un cadavre exquis, qui fait que ça n'a pas rapport à la bande dessinée ou Mais quand tu arrives un producteur de l'ONF avec ça ou des trucs comme ça, ben, ils trouvent pas un peu bizarre, tu sais, d'avoir un univers particulier, puis c'est ça qui est intéressant souvent, mais d'arriver à le faire passer, des fois, c'est plus difficile. C'est un film qui a été fait d'une façon indépendante, tu vois, mais avec l'aide au cinéma indépendant, de l'ONF, une bourse du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick. Bon. Comment dit, ça a été long. Ben, faut cogner aux portes. C'est pour ça que je dis, maintenant, le marché est difficile parce qu'il y a moins d'acheteurs pour le court-métrage. Moi, c'est pas du long-métrage, là, c'est pas des Disney, loin de là. C'est environ des 6 minutes et moins, 5 minutes, 4 minutes. C'est vraiment dans la lignée du film d'auteur. Puis, juste pour dire, dans le fond, pour réaliser un 4 ou 5 minutes en cinéma, tu travailles combien de temps là-dessus? Ça dépend du genre de film. Puis, généralement, moi, j'ai eu des coloristes qui travaillaient pour moi. Sauf le film expérimental en peinture que j'ai fait d'un bout à l'autre. Les autres films, j'ai eu des gens qui ont complété mon travail. Parce que, généralement, si tu passes par une maison de production, tu as des délais assez serrés. Tu dois respecter les délais si tu veux une autre subvention pour un autre film. Tu sais, là, c'est vraiment... Livré aussi dans les bons designs. C'est une espèce de circuit qui existe que tu ne peux pas éliminer, là. Ce qui nous amène à parler des vraies affaires à l'heure où on est. L'état de vos comptes de banque, mes chers amis, comment on s'en sort au niveau de l'illustration? Il faut travailler fort pour arriver à gagner sa vie avec ça? Ou c'est un peu comme pour le livre, comme pour la littérature? Ou peut-être qu'au niveau des comptes, vous êtes plus à contrat? Peut-être vous, M. Roux? On a combien de temps pour parler de ça? Ben là, ça dépend. Il n'y a pas d'inspecteur d'impôt dans la salle. Vous pouvez y aller. Hier, c'est amusant. Je faisais un essai dans l'école, puis il y en a un qui m'a posé cette question. Ouais. Il me dit, puis, tu regardes bien ta vie? Alors, je dis, ben regarde, là-bas, il y a mon hélicoptère et mes gardes du corps. Toute la classe s'est levée pour regarder. Tous d'un seul coup, ils étaient là. Moi, mon objectif, c'est pas de devenir riche, c'est de gagner ma vie. J'ai toujours dit, si un prof a un salaire, si un vendeur a un salaire, si un docteur a un salaire, nous aussi. Je me suis toujours battu pour ça. Et moi, je gagne bien ma vie. J'ai une maison qui est payée, j'ai une voiture, je fais des voyages. Mais ça demande de travailler beaucoup, d'avoir un peu de chance et de négocier parce que tout se négocie un par un. Si je fais un livre avec un éditeur, il faut qu'on s'entende c'est quoi l'avance, parce qu'il donne une avance, ou c'est quoi les droits d'auteur. Il faut tout négocier, on peut avoir des subventions, on peut avoir des fois des prépublications qui nous payent, on peut avoir 10% de droits d'auteur ou 12% de droits d'auteur, on peut avoir plein de façons. Il existe même des programmes au fédéral qui s'appellent le prêt de droit public, où chaque fois que je fais un livre, j'envoie mon petit document, ils regardent s'ils le trouvent dans les bibliothèques, ils font chaque année un survol, et ça a l'air que depuis 10 ans, ils trouvent mes livres partout, tout le temps. Je ne sais pas comment ça se fait, et je reçois $3 500 de subventions annuelles
annuel juste parce que mes livres sont dans les bibliothèques, parce que les gens ne les achètent pas. Donc moi, ça me fait une subvention pour dire, tiens, je peux mettre ça dans un projet parce que cet argent, je ne l'attendais pas. Donc c'est possible d'en vivre, mais il faut travailler très fort. Il faut avoir de la discipline. Et puis plus on vend de livres, plus on a de revenus de droits d'auteur. C'est sûr qu'il vend 800 000 livres par année, il a plus de droits d'auteur que moi. C'est certain. Mais vous, au stade où vous êtes rendu, quand même, je veux dire, vous devez refuser des projets aussi. Vous devez avoir beaucoup de demandes. Vous ne pouvez pas tout répondre à tout, non? Oui et non, parce qu'il y a un truc bizarre dans le monde de l'édition depuis quelques années. C'est que depuis quelques années, comme dans le monde des médias, tout le monde se cherche et personne ne sait où on s'en va. Ce n'est pas le livre numérique qui nous met en danger, ça ne se vend pas beaucoup les livres par rapport au livre numérique au niveau de la BD et tout, mais c'est plutôt que tout le monde se cherche et tout le monde coupe partout parce qu'on fait des centaines de livres avec l'impression numérique comparé à l'offset, on en imprime facilement pas cher et tout le monde s'improvise éditeur, il y a de tout et n'importe quoi. Alors la personne qui au début achetait 10 $ de livres avec 40 éditeurs possibles, maintenant elle n'achète plus que 2 $ de livres pour 75 éditeurs possibles. Donc elle achète beaucoup moins, et il y a beaucoup trop d'offres et pas assez de gens qui achètent. Et le problème, il est récurrent partout. Alors tout le monde coupe les collections, les tirages de livres. Avant, c'était minimum 3 000, 5 000. Maintenant, c'est 1 000, 1 500, puis on réimprime. Les livres étaient stockés dans les entrepôts, on déstocke. Il y a plein de problèmes inhérents qu'avant, on en faisait trop. Comme à l'époque des baby-boomers, on en veut toujours trop, puis après, on s'aperçoit qu'on n'arrive plus à les couler. Est-ce que ça se passe pareil en Europe aussi? Pareil en Europe, pareil en Europe. Puis c'est pire, et puis il y a tellement d'auteurs, il y a tellement de possibilités, que le problème aussi, c'est que les libraires reçoivent les livres et des fois, ils ne restent pas longtemps en librairie. Au Québec, il y a un problème énorme qui s'appelle le droit de retour. Alors, le libraire a le droit de recevoir le livre, d'en commander 50, de les laisser dans la boîte et de les retourner 6 mois plus tard, et ça ne lui coûte rien. Les livres sont abîmés, c'est pas grave, c'est pas son problème. Donc, l'auteur attend sans arrêt que ces retours. Une librairie anglophone reçoit des livres, elle les achète, il se débrouille de les vendre et c'est final. Okay. Donc ce droit de retour fait que les auteurs sont un peu en attente. Alors c'est pas évident, le milieu d'édition est vraiment en restructuration, je ne sais pas où ça s'en va, mais il faut en faire toujours plus. Donc refuser un projet, aujourd'hui, c'est un peu dangereux dans le sens que accepter un projet, ça ouvre peut-être d'autres portes. Tandis que refuser un projet, des fois, ça la ferme. Alors, on est comme un peu, oui, non, peut-être. Et puis, bon, en général, l'important, c'est d'avoir un large éventail pour pouvoir justement continuer à fonctionner parce que personne ne sait exactement où il va. Puis aussi, comme où vous êtes rendu à votre stade, il faut quand même toujours aussi se positionner. Vous devez participer, disons, de voyager beaucoup. Participer comme à la Foire du livre de Francfort ou le Salon de Montreuil. Ou si on m'invite, moi, je vais à un endroit que si on m'invite. Je ne suis pas le genre d'auteur, parce que j'en ai déjà vu qui vont à leurs frais. Fait que ça, c'est pas possible. Si on est professionnel, moi, si je suis ici, c'est qu'on m'a payé mon voyage, on m'a payé mon truc, je fais des ateliers, etc. Mais à ce niveau-là, déjà, vous devez avoir aussi beaucoup de demandes, quand même. Oui. Puis moi, une fois, je suis pas allé en Roumanie parce que j'étais en même temps à un festival que j'organisais. Comme elle a manqué le Japon, moi, j'ai manqué la Roumanie. Ça arrive. Mais à peu près, on peut pas être partout. J'ai une petite fille de 10 ans, je veux la voir grandir. Je veux pas être parti 8 mois par année non plus. Ça fait qu'après, c'est des choix personnels. Mais c'est quelque chose qu'il faut... Puis ce qu'il y a de bien, par exemple, aujourd'hui, c'est grâce à Internet, grâce au courriel, grâce aux fichiers. Moi, je ne fais plus aucun envoi de dessin par truc. J'envoie mes fichiers électroniques. Je peux travailler avec n'importe où sur la planète. C'est ça qui est bien aujourd'hui. Ça, c'est le gros avantage de l'Internet. Et vous un agent ou c'est vous qui réglez tout ça? J'ai l'agent Jean. L'agent Jean et mon agent. C'est ça. Non. Il faudrait payer notre salaire. Donc, on fait tout soi-même. Puis l'agent Jean, lui, toujours sur la trotte entre Saint-Jérôme, Montréal, Moncton. Tu te promènes un peu partout aussi? Oui, bien là, j'ai la chance en plus d'avoir mes livres en France puis Canada anglais. Donc, j'ai fait un voyage, je suis allé 2 fois en France, j'ai fait Belgique, Suisse. As-tu un éditeur là-bas ou tu es distribué? Non, c'est distribué, mais par un gros distributeur là-bas. Il y a une entente avec mon éditeur. Puis là, j'ai perfectionné mon anglais. Je suis allé à des animations en Ontario, puis aller parler aux jeunes en anglais. C'est pas ma langue. J'ai le niveau de langage d'un enfant de 10 ans, fait que c'est parfait. Ben oui. Oui, puis, mais pour parler quand même de l'état du compte de banque, je me sens un peu mal aussi de parler de ça, parce que moi, je suis quand même un des très chanceux, très, très privilégiés avec l'agent Jean. Sens-toi pas coupable. Ouais. Non, je ne sens pas coupable, mais... Tu travailles pour aussi. C'est ça, mais c'est quand même la BD la plus vendue pratiquement de tous les temps au Québec. Fait que j'ai la chance de vivre très, très, très bien de mon Ça ne met pas trop de pression, parce que là, quand même, il faut que tu continues, il faut que tu fournisses, là? Je dirais...
avoir beaucoup d'argent, ça donne la pression sur l'argent. J'ai jamais aussi stressé pour l'argent depuis que j'ai de l'argent. Bizarrement, tout le monde commence à te stresser avec ça. Mais Ben, tu pars pas en peur avec ça. Là. Non, pas en Ah, tout. Mais ça a acheté un condo, c'est pas mal tout. Bon, Mais c'est bon. un petit. C'est déjà en pas plus. mal. Pour créer, c'est bien d'avoir Oui, un c'est toit ça. sur la tête. J'ai ma Ah, ouais, place. c'est Mais ça. non, mais c'est ça. Mais je sais aussi pratiquement que là, ça va super bien, mais dans 5 ans, ça pourrait ne plus marcher. Ou je pourrais tomber malade ou n'importe quoi. Donc, il faut jamais partir en peur avec ça. Mais là, Ouais. quand même, ça me donne la chance de vraiment faire exactement ce que je veux. Ouais. Je peux refuser tous les contrats qu'on m'offre, puis que ça me Ce qui est tente pas déjà trop. une belle liberté, Oui. déjà d'être en création puis de pouvoir faire ce qu'on veut. C'est Exactement. déjà une belle richesse en Puis soi. prendre le temps, parce qu'être un Mm. artiste, ça a l'air niaiseux, mais c'est aussi aller marcher dans le bois une journée de temps pour respirer, parce que ça aussi, ça alimente. Donc, toute la vie fait partie du travail. Ramasser des champignons magiques. Ou, Voilà. Et puis, ouais. Ouais. Voilà. Et toi, Anne-Marie, Oui. comment ça se passe avec, Quoi? avec Uni? Avec les champignons, Ouais. quoi? Oui. Moi, Mais tu t'en sors bien quand même. Je m'en sors. Parce que tu travailles sur Ben, plusieurs domaines en même temps. Oui, c'est que moi, je peux passer, tu sais, des fois 3 ans sans faire de contrat d'illustration. Ça fait que c'est pas ma carrière principale. Depuis 2 ans, là, j'ai fait des contrats d'illustration un après l'autre, mais tu sais, là, on n'est pas une grosse région, puis moi, je couvre pas le Québec non plus parce qu'il y a déjà beaucoup d'illustrateurs là, puis ça fait que j'accepte pas tous les contrats non plus. Il y a des contrats, quand je lis le texte, je vois que c'est pas mon style qui devrait être là, ou que c'est un style trop classique qu'il faut. J'essaye pas de le faire parce que c'est pas moi, c'est pas mon style. Mais ce qui me rapporte le plus, moi, c'est les droits des commissions des prêts publics. Ouais. Bon, c'est ça. Puis juste peut-être parce que notre ami nous fait signe qu'il nous reste quelques minutes. Alors, peut-être finir sur une dernière question, puis après, peut-être s'il y a des questions dans la salle, on peut peut-être en prendre quelques-unes et tout ça. Mais peut-être pour finir sur une petite note plus intellectuelle, plus psychanalytique, là. Je vous demanderais juste en terminant, c'est quoi l'apport d'inconscient quand on est en création comme ça, puis surtout en dessin ou en illustration? Que c'est important de laisser quand même aller. Il y a un travail qui se fait même en dehors de ce qui arrive dans le bout des doigts. Hein? Il y a tout quelque chose qui est là, un mûrissement. Il y a quelque chose des fois qu'on ne soupçonne pas, comme vous disiez tantôt. Tu sais, t'arrives, puis ça sort, puis tu dis, ah, je savais pas que j'avais ça en moi, j'ai fait ça. Ça, c'est intéressant. C'est important de laisser... Ben, c'est comme une maladie, moi je dis souvent aux jeunes. C'est comme le cerveau est toujours en train, on dirait, de chercher, de penser, puis ça se met tout seul. Puis un exemple, j'ai le dernier roman que j'ai fait, c'est même pas moi qui ai fait la couverture, c'est la première fois, et il n'y a pas une seule illustration. Et cette histoire, Dans la peau des autres, j'avais l'idée de la faire depuis 15 ans pour ma série BD. Et je la faisais jamais. Chaque fois que je trouvais un nouveau thème, je la faisais jamais. Et je la faisais jamais. Puis là, on me propose de faire un album, un roman dans tout à fait un autre genre, pas d'humour et tout. Et là, d'un coup, cette idée m'est revenue. Et tout à coup, ça s'est mis en place. Et puis d'un coup, tout s'est mis en place. Ça fait 15 ans que cette idée, je voulais la faire, mais je voulais la faire en BD, j'avais le mauvais choix. Et quand j'ai pu la faire en roman, elle est sortie comme je m'y attendais pas et elle s'est ramifiée vers des choses que j'attendais pas. Et tout à coup, je dis, voilà pourquoi j'arrivais pas à la dessiner. Parce que je ne voulais pas la dessiner, je voulais juste l'écrire celle-là. Alors c'est toujours là quelque part, mais comment ça se met en place, ça, il faudrait disséquer. Ouais. Penses-tu qu'elle s'est écrite à travers toi ou tu la connaissais quand même, l'histoire que tu aurais pu mettre en bande Je savais dessinée? où je partais, je savais pas où je voulais arriver, je savais certaines pistes, mais d'un coup, 2 histoires se sont greffées et ça a fait comme un tout. Puis le directeur de collection m'a lancé une idée qui m'a fait une fin différente. Et tout à coup, tout prenait un sens et j'ai compris pourquoi j'avais jamais pu dessiner ça, parce que j'aurais pas eu envie de le dessiner. Ça ne m'aurait même pas intéressé de le dessiner. Comme je dis, des fois, des projets, c'est pas mon univers. Ouais. Il fallait que ce soit juste écrit. Et pour moi, dessiner, c'est écrire, c'est comme sculpter des mots, puis c'est comme faire du dessin ou de l'art aussi. Ouais, c'est ça. Toi, Alex? L'art, c'est un peu de la magie pour moi, parce qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas comment ça marche, mais pour moi, c'est vraiment pratiquement que de l'intuition de la création. Il ne faut pas que tu mettes ta logique là-dedans, sinon tu vas te planter un peu. Il faut que tu y ailles avec ce que tu as en dedans, vraiment, dans les tripes. Puis quand tu fais un livre, quand tu fais un univers, tu ne sais même pas pourquoi tu as envie de faire ça, c'est juste là. Puis tu y vas. Puis quand tu commences à trop réfléchir tes affaires, c'est là qu'on dirait que tu te perds et tout. Il faut juste que tu te sers de ta logique quand tu négocies avec des éditeurs. C'est tout. Faut réfléchir, mais pas fléchir. C'est ça, exactement. Puis toi, Anne-Marie, ta part de folie qui te va très bien, qu'on aime moi- beaucoup dans tout ce que tu fais.
C'est important. Moi, quelque chose qui m'arrive souvent quand je fais de la création, peu importe la forme, c'est avant de tomber endormi le soir. Tu sais, là, quand tu atteins l'état que tu ne veux plus te réveiller pour prendre ton petit cahier puis noter l'idée ou la correction qu'il faut que tu fasses. J'ai appris qu'il faut prendre la peine de se réveiller, d'allumer la lumière, de noter quelques mots, faire un petit croquis pour se rappeler de ce que notre subconscient nous envoie comme message. Puis souvent, ça peut être un dessin que je suis en train de faire, puis il y a de quoi qui me dit, ben là, tu as mis l'oiseau de telle façon, mais pas, mais telle chose. Là, le lendemain, j'essaye ça, d'un coup que c'est ça. Puis là, tu fais ça, puis tu dis, waouh! Je pense qu'il faut s'écouter, puis des fois, ça demande de recommencer notre affaire, mais il ne faut pas avoir peur de le recommencer. Généralement, c'est beaucoup mieux. Puis des fois, c'est des couleurs, qu'il y a de quoi qui me dit, il faut que je change cette couleur-là, que je mette d'autres choses. J'essaye tout le temps ça, puis c'est des solutions qui nous sont envoyées qu'il faut écouter. Ben, en tout cas, on vous remercie beaucoup. Je pense que ça a été vraiment intéressant, un voyage dans l'univers comme ça de l'illustration et tout ça. Et je voudrais remercier la classe aussi qui a été vraiment studieuse. Ils mériteraient des étoiles dans la marge, c'est ça sûrement. Mais peut-être que vous avez une ou deux questions avant de terminer. Alors, on va demander à ces savants-là de nous donner les réponses. Est-ce qu'il y en a? Ou sinon, ben, on vous laisse retourner au livre qui vous attend un peu partout, puis rencontrer les auteurs aussi à leur kiosque. Oui? J'aimerais juste savoir, ça coûtait quoi la morue à la fraise? La morue aux fraises, alors le restaurateur, c'était un Belge en plus. Il avait choisi Gaston Lagaffe et il m'a dit qu'il a repris 3 fois des recettes pour arriver à ce que ça soit mangeable. Et finalement, c'était pas mauvais. Il avait fait une espèce de petite sauce aux fraises pas trop sucrée. Et moi, je suis pas un amateur de morue en plus. Mais j'ai dit, je veux manger ça parce que dans tous les Gaston Lagaffe, c'est l'horreur, la morue aux fraises. Et c'était bon. C'était bon. Et il s'est épaté lui-même. Il dit, j'ai dû me reprendre 3 fois. Et puis c'était un gars qui avait un bon restaurant, là, un professionnel. Ça fait que, non, c'était amusant. Il en fait encore? Non, parce qu'il a changé. Il a arrêté son restaurant. Il a commencé une chocolaterie. Ça aurait été meilleur qu'un petit pastis avant. Ah, avec un petit pastis. Ouais. Puis il y en avait un qui avait fait une salade aux oranges bleues. Oh! C'est bon pour les origines, ça? Oui, c'est bon. Sauf qu'après, on était tous changés en schtroumpf. Ah, il y a des oranges bleues dans les schtroumpfs? Non, les oranges bleues, c'est un album de Tintin. Ah, d'accord, d'accord. Tintin, les oranges bleues. Puis t'es trop jeune, Alex. T'as pas connu Tintin, toi. Ouais, puis il y avait aussi des gâteaux schtroumpfants. On ouvrait, ça a explosé. Ça fait qu'il y a eu 3 morts. Oh, oui. Puis toi, Anne-Marie, au point de vue culinaire, comment ça se passe? As-tu des recettes de Brayonne? Oui, il y a quelque chose que j'ai fait cet hiver pour mettre sur Facebook. C'est la recette de chaussons aux pommes de la grand-mère du petit chaperon mauve faite avec des chaussons de laine. Ah oui. J'ai inséré des pommes là-dedans. Vous auriez dû voir les commentaires que j'ai reçus. Faut pas que tu oublies les broches à tricoter dans Non, il n'y avait pas de broche, pas besoin, ça se tient tout seul. Ah bon, ben j'espère qu'on pourra lire ces recettes-là dans un prochain ouvrage, les amis. Ben, la littérature, ça nourrit, hein? Ouais. Ben, merci beaucoup. Bonne journée.